Ce qu'il voulait, évidemment, c'est non seulement trouver une identité, mais c'est aussi et surtout se former lui aussi. Parce qu'il était presque analphabète à l'origine. Hein. Quand vous pensez que ce garçon qui est analphabète, qui arrive sans papier et qui finit avocat brillantissime pour gagner la conférence de l'éloquence, c'est un parcours inouï. Mais parce qu'il avait eu la chance de rencontrer un député qui, dans des conditions d'ailleurs un peu contestables, c'est le moins qu'on puisse dire, va lui donner des papiers pour lui donner la naturalisation française. Bon, grâce à ça, il va pouvoir accéder à des études supérieures. Mais c'est vrai que cette question de l'immigration est extrêmement importante à mes yeux, car je ne suis pas sûr que l'on ait fait ce qu'il fallait pour accueillir les gens qui viennent de l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans Lit Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Claude Rodin. Merci beaucoup, Claude, d'être venu. C'est moi, je vous remercie de m'accueillir. Vous êtes avocate honoraire, auteur d'une dizaine de livres, dont Ouma l'Africain, publié chez Éditions Glyph cette année. C'est l'histoire de Ouma qui, à la recherche d'une meilleure vie, quitte son pays natal, le Sénégal, pour venir en France. Alors, à Paris, sans papier, elle va devoir faire face à la misère jusqu'à une rencontre qui va changer sa vie. D'abord, comment l'idée de créer ce livre vous est venue? Alors, si vous regardez la 4e de couverture, on vous dit, à juste titre d'ailleurs, que j'ai participé pendant 25 ans à une association d'aide à l'enfance. Et alors, on m'a dit, mais vous avez pris un exemple parmi tous les enfants que vous avez rencontrés, les enfants cabossés par la vie, etc. C'est vrai, mais ça n'est pas seulement ça. C'est surtout parce que j'ai eu, moi, personnellement, une vie parallèle, si je puis dire, à celle d'Oumar. J'ai été abandonné à l'âge de 2 ans. Je n'ai pas connu de famille, ni père, ni mère, ni grand-père, ni oncle, ni rien du tout. J'ai donc été plongé dans un dénuement affectif total. Et j'ai passé 20 ans pratiquement derrière des barreaux, des grilles, etc. À tel point que je me suis évadé à l'âge de 12 ans. J'ai traversé la France à pied, comme Oumar a traversé le Sénégal. Et je suis resté pendant 3 mois à vivre avec les renards dans la forêt, recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Vous pensez bien, un enfant de 12 ans qui est parti dans la nature, il fallait essayer de le retrouver. Et donc j'ai eu une vie un peu cabossée, moi aussi, parce que si je m'étais évadé, c'était pour me plaindre des sévices que l'on nous infligeait dans les maisons de correction. Donc c'était une vie un peu difficile. Elle ressemble un peu à celle d'Omar. Et Mme Rachida Dati, qui a préfacé ce livre « Oumar l'Africain » que vous avez en main, elle aussi a connu une jeunesse difficile parce qu'elle était l'aînée, si ma mémoire est bonne, d'une fratrie de 12 enfants, non 10 enfants, pardon, 10 enfants, et ça n'a pas été simple pour elle. Donc vous avez 3 auteurs, vous avez Oumar, qui est le héros, vous avez Claude Rodin, qui est l'écrivain, et vous avez Mme Dati, aujourd'hui ministre de la Culture, qui a préfacé le livre. 3 personnages qui ont eu, je dirais, la même ambition, partant de zéro, d'accéder comment dirais-je, aux échelons sociaux les plus élevés. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire, ben oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé dans tout cela? Comme Oumar d'ailleurs. Ce qui m'a motivé, c'est que moi j'avais un moteur. Oumar en a un, moi aussi j'en avais un, c'était celui de ma mère. Comme je ne l'avais pas connue, je voulais la séduire, je voulais la conquérir. Et à chaque fois que je passais un diplôme, j'avais l'impression de lui faire un pied de nez, de dire « tadada, tu vois, si tu avais gardé le fils que je suis, tu te rends compte, là, etc. » Donc j'ai essayé de la séduire, et quand on est seul comme ça, quand on est dans un dénuement affectif, bien souvent, on a peur des prédateurs, parce qu'on n'est pas protégé, il n'y a aucune protection. Enfant, vous avez le père, la mère qui sont là pour... Quand vous êtes seul, là, vous avez beaucoup de crainte. Et un peu comme un animal sauvage, on monte sur la pelote des branches pour éviter les prédateurs. Ça, c'est un petit peu la raison d'être de cette ascension. Alors, Oumar a été un peu dans la même situation. Il était dans un village
un pauvre, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Bon, sa mère, la pauvre, foulait du sorgho toute l'année. Le père était plutôt enclin au rhum blanc. Bon, donc il avait une famille un peu compliquée. Donc il avait qu'une idée en tête, c'était, comme il disait avec ses termes à lui, je vais me casser, je vais partir. Et alors, je vais me casser, pour lui, c'était de s'arracher à ce village, mais il y restait, j'allais dire, collé comme une bernique sur son rocher, il n'arrivait pas à partir. Puis un jour, le courage l'a pris et il est parti. Il est parti, il a traversé la Casamance, le Sénégal, la Mauritanie et autres, jusqu'au jour où il a trouvé un compère, un congénère sénégalais sur un bateau qui a accepté de le prendre. Et il est arrivé donc au Maghreb, l'Espagne et la France, vous connaissez la suite. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que sa vie ressemble d'autant plus à la mienne, encore une fois, que lorsque j'ai rencontré Robert Laffont à l'époque, qui était le pape de l'édition, et que je lui ai montré mon récit, qui était un récit autobiographique, il a eu cette réaction que j'ai trouvée fabuleuse. Il m'a dit, écoutez, j'ai dans ma vie d'éditeur rencontré des centaines, pour ne pas dire des milliers d'auteurs. J'ai rencontré des politiques en mal de publicité, des malfrats repentis, des forçats, puisqu'ils venaient de publier Papillon, qui avait fait 2 millions d'exemplaires, qui était un succès énorme. Mais il m'a dit, une vie comme la vôtre, jamais. J'ai jamais vu un tracé, un itinéraire comme ça. Et donc, c'était absolument adorable. C'est pour ça que Rachida Dati, dans sa préface, dit, elle fait référence à Paulo Coelho en disant, dans la 5e montagne, il dit, l'homme est fait pour trahir son destin. L'homme est né pour trahir son destin. Pardon? L'homme est né pour trahir son destin. Oui, oui. Et c'est exactement la question que j'avais aussi à vous poser, c'est quel était votre rapport avec ce mot, destin? Ah, bon rapport avec le destin. D'abord, moi, j'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que j'avais une belle étoile. Quand on n'a plus rien, on se fie à quelque chose, le ciel, Dieu, une étoile, etc. Moi, je pense que j'avais une belle étoile, et cette belle étoile, c'était ma mère. Donc, encore une fois, je pensais c'était un peu mon mentor, un peu, c'était elle qui me guidait, en quelque sorte. Même si elle était invisible, parce que je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais su si elle existait. Je pense qu'elle est morte depuis quelques années, évidemment, mais à l'époque, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je lui faisais des clins d'œil en permanence. Vous voyez ? C'est une aventure humaine assez extraordinaire. Vous avez toujours songé à écrire votre propre histoire? Ou est-ce que l'écriture aussi, est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport à votre façon de vous identifier, de vous... Ben, pour moi, l'écriture, d'abord, c'est un plongeon dans l'imaginaire. L'avantage de l'écriture, c'est que vous pouvez vous transporter dans des mondes que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Donc l'imagination est vaste. Vous pouvez vivre au présent des futurs qui n'existent pas, qui ne sont pas réels. Donc il y a une évasion, et je crois que c'est la première raison de mon écriture, c'est de m'évader. Alors m'évader peut-être de la vie très difficile que j'avais, m'évader parce que j'ai eu une carrière, j'ai eu 3 vies en fait. J'ai eu une vie d'ingénieur, une vie d'avocat et une vie de romancier. C'est ce qu'on me dit toujours, 3 vies en une, c'est merveilleux. Bon. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer vous savez, on a des aiguillages favorables. C'est pas parce qu'on est né dans la boue, dans la plèbe, etc., que tout est fichu. C'est pas vrai. Il y a toujours des aiguillages favorables, il y a toujours des gens bons, entre guillemets, en 2 mots, que l'on rencontre, qui vous sont favorables, qui pensent que vous avez des potentialités, qui vous aident. Et moi, j'ai rencontré un mentor à l'époque, qui était un chef de cabinet important, et qui m'avait pris sous son aile. Et il ne voulait pas me prendre, parce qu'il cherchait un centralien, je n'étais pas centralien. J'avais fait les arts et métiers, donc. Et alors, il m'avait dit, mon petit, tu n'es pas centralien, tu ne parles pas couramment allemand comme je le souhaitais. Et j'ai eu cette réaction du haut de mes 23 ou 24 ans, inattendue d'ailleurs. Je lui ai dit, monsieur, si vous me prenez, vous ne le regretterez jamais.
cet homme qui avait 70 ans était éberlué que ce gamin que j'étais puisse tenir ce langage. Et il m'a embauché, il m'a dit « tu commences demain ». Et j'ai commencé, je suis resté 11 ans avec lui. 11 ans, ça a été mon mentor. Et il me disait au bout de quelques années, comme j'ai bien fait de te prendre, tout ce que tu touches est d'or. Tu transformes en or tout ce que tu touches. C'était une très belle image. Bon, c'était un homme remarquable, il était très gaulien, il faisait 1,90 m, personnage illustre. Et quand j'ai défendu ensuite la candidature française à l'Office communautaire des marques avec Mme Simone Veil et Jacques Chirac m'a proposé d'être député et me disait « tu ferais un très bon ministre de l'Éducation nationale ». Ce à quoi j'ai refusé parce que je n'avais aucune ambition politique. Ce que je voulais, encore une fois, c'était séduire maman. Ce n'était pas du tout de séduire le peuple de France. Bon, et ce n'était pas du tout mon ambition. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai toujours aimé écrire. D'abord parce que j'adore les mots. Je trouve que la langue française est magnifique. On a la chance d'avoir une langue très subtile, très précieuse, très méticuleuse. Et ça me passionne énormément. Je suis un amoureux des mots. Je trouve que c'est une musique fantastique. Donc ça, c'est ma première raison. Et lorsque j'écris, je fais beaucoup de recherches. Et ça me permet de me rendre compte à quel point les auteurs ont décrit des choses magnifiques. Et j'ai l'impression d'être tout petit par rapport à tout ce que je lis à côté lorsque je prépare un livre. Là, dans le livre, par exemple, de 2042 dont je vous parlais, j'ai, je ne sais pas, 20 cm de feuillet à lire, à stabilo-bosser, etc. Donc c'est un gros travail de préparation d'écrire un livre. Mais c'est aussi une façon de se plonger dans les œuvres des autres et de se rendre compte à quel point, avec beaucoup d'humilité, on est un petit écrivain par rapport à d'autres. Parlons des livres. Dans votre livre, vous mentionnez énormément de la philosophie, la justice, tous ces grands thèmes qui sont essentiels dans notre compréhension de ce monde. Et il vient beaucoup parler de Père Angèle. Et comment vous avez en fait conçu ce personnage? Vous avez parlé beaucoup des menteurs qui vous ont façonné dans votre vie. Oui, c'est une très bonne question, comme on dit. C'est une très bonne question parce que moi, j'ai été dans un foyer à un moment donné. Et ce foyer ressemblait beaucoup au grand frère du Père Angèle, qui était à Argenteuil, à côté de Paris, donc. Et dans ce foyer d'Argenteuil, on recevait des jeunes comme moi qui partaient travailler la journée, qui rentraient le soir, et on était bouclés. On n'avait pas le droit de sortir le soir, jusqu'à la majorité. Donc ça ressemblait beaucoup au grand frère. Et le directeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Husson, ça c'est la réalité, ressemblait beaucoup au Père Angèle. C'est-à-dire qu'il avait à la fois cette sévérité, mais cet humanisme aussi. Il était proche des jeunes, proche des gens. Il savait apaiser leurs craintes, il savait les écouter. C'était un personnage, je vous dis, très affable, très amène, très proche des autres. Et ça m'a donné cette idée du Père Angèle. Et Père Angèle, je me souvenais comme ça de phrases qu'il avait utilisées. Il disait, et c'est ce que disait M. Husson à l'époque, il disait « Ici, on réforme les mentalités, mon garçon. On fait des profanes, des travailleurs capables de s'insérer dans la vie active. Ainsi, on lutte contre la jeunesse qui se complaît dans la médiocrité et baigne dans le liquide amniotique de la culture américaine. » Il avait donc cette façon de vouloir amener les jeunes à réfléchir sur leur propre moi, sur leur propre existence, et surtout à les former. Il avait compris, je crois que c'était important, c'est ce que fera Omar plus tard d'ailleurs dans le livre, il avait compris que pour sauver les jeunes, qu'il appelait d'ailleurs d'un mot très amusant, le bois flotté. J'aimais bien cette expression. Pourquoi le bois flotté? Parce que c'était des jeunes qui étaient portés par la vague, poussés par le vent, et qui échouaient sur des plages inconnues. C'est un peu ça la vie de tous ces jeunes en déshérence. Eh bien, lui, il pensait cela, qu'il fallait leur donner un métier, que c'était le seul moyen de faire en sorte qu'ils n'aillent pas quémander de la nourriture, qu'ils n'aillent pas voler leur nourriture, et qu'ils ne soient pas, évidemment, comment dirais-je, des voleurs, etc. Et donc, il s'était mis en relation, il est
le Conseil général les aidait financièrement, bien sûr, mais il s'était mis en relation avec un groupement comment dirais-je, de professeurs qui venaient régulièrement dans l'association Les Grands Frères donner des cours sur l'électricité, le plomberie, le maçon, etc., pour faire de ces jeunes des ouvriers qualifiés. Et ils avaient tellement bien réussi leur ambition que les chefs d'entreprise venaient puiser dans ce creuset des jeunes ouvriers, des personnes très qualifiées. Et chacun y trouvait son intérêt. Et c'est ce que Oumar va vouloir faire plus tard à Dakar, lorsqu'il va retourner pour voir ses parents. J'ai deux citations en fait à évoquer de votre livre, parce que l'un des thèmes centraux, c'est l'identité. Alors aujourd'hui, la France traverse un peu une crise identité, comme on dit ça fait quelques années. Alors là, vous dites dans le livre, alors, la jeunesse de notre pays vit dans la crainte de la disparition de l'identité française, sentiment dû à la mondialisation, mais plus encore à la crise migratoire et au dérèglement climatique. Le problème majeur n'est pas tant l'immigration que le racisme qui, dans notre pays, reste le principal obstacle à l'intégration. Au comme dit Tao, donc un Chinois qui se trouve aussi dans la même foyer, il dit à Ouma, chacun a besoin d'être ancré dans ses racines. L'absence d'identité génère des frustrations. Donc, comment vous voyez la France aujourd'hui par rapport à cette citation et par rapport à l'identité française? Je pense d'abord qu'il faut avoir des racines. Ces racines, c'est essentiel. On ne peut pas être comme ça dans la nature sans avoir des relations avec soit la famille, soit son pays, etc. Et en ce qui concerne Omar, c'est vrai qu'il arrive sans papier. Bon, déjà sans papier, c'est un problème énorme. Énorme parce que vous n'êtes pas codifié, vous n'êtes pas classifié, on ne sait pas à qui vous appartenez, on ne sait pas d'où vous venez, etc. Et donc, ce qu'il voulait, évidemment, c'est non seulement trouver une identité, mais c'est aussi et surtout se former lui aussi. Parce qu'il était presque analphabète à l'origine. Hein. Quand vous pensez que ce garçon qui est analphabète, qui arrive sans papier, qui finit avocat brillantissime pour gagner la conférence de l'éloquence, c'est un parcours inouï. Mais parce qu'il avait eu la chance de rencontrer un député qui, dans des conditions d'ailleurs un peu contestables, c'est le moins qu'on puisse dire, va lui donner des papiers pour lui donner la naturalisation française. Grâce à ça, il va pouvoir accéder à des études supérieures. Mais c'est vrai que cette question de l'immigration est extrêmement importante à mes yeux, car je ne suis pas sûr que l'on ait fait ce qu'il fallait pour accueillir les gens qui viennent de l'extérieur. Et je prends l'exemple, moi j'ai fait la guerre en Algérie, c'est pas d'hier. Tous les harkis qui sont rentrés d'Algérie, et Dieu sait s'il en est rentré qu'une partie, les autres ont été abandonnés à leur triste sort, et on peut le reprocher au général de Gaulle. Tous ces harkis sont rentrés, qui étaient des émigrés en quelque sorte, hein, bien qu'ils aient appartenu indirectement à l'armée française, eh bien, on ne les a pas reçus comme il fallait. Il n'y avait pas de structure d'accueil. Et que ce soit les Africains du Nord ou les Africains du Sud, Afrique noire, ils sont tout de même accueillis dans des conditions qui sont contestables à mes yeux. Les pouvoirs publics n'ont pas toujours fait ce qu'ils auraient dû faire pour que ces gens-là trouvent justement une sérénité dans notre pays, puissent en apprécier les codes, les règles et se plier aux lois de la République. Mais lorsque vous n'avez rien à manger, vous faites comme les chiens, vous allez chercher à manger dans les caniveaux. Bon, moi, quand j'avais 12 ans, je me disais, comme tu n'as pas de parents, si tu meurs, tu finiras comme un chat dans un caniveau, comme un chat crevé, et personne ne viendra réclamer ta dépouille puisque personne ne te connaît. C'est ça l'absence d'identité. Ça donne une notion de la solitude. Eh bien, notre Omar, au début, il est un peu dans cette situation. Il n'a pas d'identité, il ne sait pas comment se gouverner dans cette France qui le reçoit,
dans lequel ils pénètrent, bon, et qui ne trouvent pas de structure d'accueil, excepté ce fameux Père Angèle, qui est un homme, je vous disais, les aiguillages favorables. Il a eu cet aiguillage favorable. Donc, selon vous, ce qu'il faut faire alors, qu'est-ce que l'État français devrait faire pour mieux accueillir ces gens? Ben, je pense qu'il devrait réfléchir d'abord à des structures d'accueil. Les structures d'accueil, vous savez, on a plein de structures qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Vous avez des anciennes carrières, des anciennes casernes militaires, des anciens hôpitaux, tout un tas d'immeubles qui sont vides. Tout cela pourrait servir d'abord à l'accueil des gens qui arrivent et qui sont démunis. Parce que le logement, c'est essentiel. C'est ce que dit Omar à un moment dans le livre. Il dit, vous savez, le ciel est beau, mais quand on n'a pas de toit sur la tête, évidemment, il est beaucoup moins beau. Bon, donc, structure d'accueil, ça veut dire déjà le logement. Bon, le logement, et puis ensuite, ce que je dis dans ce livre d'ailleurs, qui peut être un message, c'est de donner à ces jeunes une formation professionnelle. Parce qu'il n'y a que la formation qui vous permet de gagner votre vie. Si vous n'avez pas de formation, personne ne vous embauche. Et si on ne vous embauche pas, vous mangez comment? Donc il faut une structure sur le plan de l'habitat, une formation, et puis des professeurs bénévoles qui sont là pour former les jeunes, quoi. Ça me paraît tout à fait essentiel. Ouais. Aujourd'hui, il y a un débat dans le domaine littéraire sur comment on peut écrire ou attendre le droit d'écrire des personnages qui ne nous ressemblent pas. Alors, Omar, c'est un garçon, un Africain noir. Vous êtes un homme blanc. Que pensez-vous de ce débat? Est-ce qu'on a le droit d'écrire des personnages qui n'ont pas mené la même vie que nous? Oui, moi, vous savez, alors moi, je ne fais pas de différence entre les blancs, les noirs, les jaunes. Pour moi, il y a des êtres humains. Point. Les êtres humains, ils ont tous, comme vous, comme moi, un corps, un cœur et une âme. Bon. Donc, ça ne me dérange pas du tout de parler soit d'un Africain, soit d'un Japonais ou d'un Chinois. Pour moi, c'est un homme comme les autres. Moi, je suis un humaniste. Hein. Je ne suis pas du tout sectaire à vouloir faire des différences entre les blancs, les jaunes, les noirs, etc. Pour moi, tous les hommes sont égaux devant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dernière question, Claude Rodin. Quel message voulez-vous diffuser à travers de ce livre? Alors, le message, il est clair. Pour moi, ce message, c'est de dire les émigrés ne sont pas une tâche en France. Les émigrés ne sont pas le malheur de tout, comme on a tendance à le dire, en disant ah, c'est de la faute de l'immigration, tout ce qui arrive, c'est de la faute de l'immigration. Vous avez deux mots clés aujourd'hui, c'est ou l'immigration ou le climat. Bon, c'est les deux phénomènes. Moi, je ne crois pas à cela. Je crois qu'il faut, au contraire, et c'est le message que je veux faire passer par Omar l'Africain, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'émigrés qui sont versés, évidemment, dans le vol, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à manger. Encore une fois, c'est un animal qui n'a rien à manger, il va chercher dans les poubelles, il prend ce qu'il fait. Eh bien, un être humain qui n'a rien à manger, il est obligé à un moment donné d'aller dans les marchés, voler une orange par-ci, une orange par-là pour se nourrir. Bon. Si vous ne les accueillez pas, il est normal qu'ils se conduisent de cette façon-là. Moi, quand je me suis évadé, pendant des mois, j'étais tout seul, qu'est-ce que je faisais? J'allais voler des œufs dans les fermes la nuit, j'allais boire le lait au pied des vaches, directement dans les prés, j'allais arracher des oignons ou cueillir des tomates dans les champs, je volais, parce qu'il fallait que je mange. Eh bien, ce qui m'est arrivé arrive à tous les autres qui sont démunis, qui n'ont pas de protection et qui n'ont rien. Merci Donc beaucoup, le Claude. message, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir et surtout un espoir d'interrogation. Posez-vous la question, est-ce que les émigrés sont effectivement le problème du monde? Je ne le crois pas. Voilà. Merci beaucoup, Claude Rodin, d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire singulière, extraordinaire, si je peux dire, avec nous. Votre livre « Omar l'Africain », publié chez Éditions Glyph, c'est disponible.
dans les librairies et en ligne. Et comme toujours, merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Merci beaucoup.